Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en plein cœur du Salon de l'Agriculture. Nous sommes en direct pour une nouvelle et dernière émission au cœur des territoires. Aujourd'hui, nous partons en Charente. En Charente, on se ressource au bord de l'océan, mais on peut flâner dans les villages et se perdre dans les vignobles du Cognac. On peut aussi faire de grandes balades à vélo et danser et chanter lors de grands festivals. Oui, on peut tout faire en Charente. Ce département doit son nom au fleuve qui le traverse, département agricole mais aussi industriel, avec notamment l'agroalimentaire et le cognac. Mais ce sont aussi des industries de transformation de papeterie, tuilerie, fonderie. En Charente, vous pourrez visiter le château royal de Cognac, les musées d'Angoulême, celui du papier, une vieille tradition datant du XVIe siècle, celui de la bande dessinée, bien sûr, et puis visiter la Charente sans déguster du cognac est impensable, avec modération, bien entendu. On bouge en Charente, 450 km de voies balisées qui vous permettent de visiter près de 350 communes, soit presque la totalité de ce département. En vous arrêtant bien sûr aux grottes de Queyroix et ses galeries datant de plusieurs millions d'années, sans oublier bien sûr, et c'est important, de vous nourrir et de déguster les produits phares, huîtres, moules, pommes de terre, primeurs de l'île de Ré, mais également truffes, caviar et même safran. La gastronomie, les bons petits plats, ça c'est l'affaire de Mathias Rouver, notre chef qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Mathias. Bonjour. C'est triste, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Bon, on est tout triste. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, on a fait une spécialité aujourd'hui. On fait une mouclade charentaise. J'espère que ce sera dans les règles de l'art. J'ai l'impression que je vais me faire épier de l'œil derrière. Là. J'ai l'impression qu'on a des spécialistes. On va essayer de faire ça comme il faut. Et puis, un petit risotto avec de la persillade pour rester dans le persil qui va avec la mouclade. Et une petite fondue de poireaux. Voilà. Mouclade. Mouclade. Qu'est-ce que c'est, mouclade? Alors, qu'est-ce que c'est que la mouclade? La mouclade, en gros, c'est on fait cuire un petit peu les moules dans du vin blanc avec des échalotes, etc. Après, on prépare une petite sauce avec du jaune d'œuf, de la crème, du citron et un peu de curry. Et après, on met ça, en fait, on enlève, on va garder une coquille sur deux. On va mettre la petite sauce réduite dedans. Et si je suis chaud, je mets un peu de chapelure et je finis au chalumeau. Waouh, génial. C'est triste, on va encore se régaler. Oh, quel dommage. Bon, Mathias, au travail, on se retrouve tout à l'heure. Il est temps de plonger au cœur de la Charente, ces territoires d'exception. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Françoise Billou, vous êtes administratrice MSA des Charentes et présidente du comité MSA Ouest Charente. Catherine Saunier, vous êtes responsable de la vie mutualiste MSA des Charentes. On est ravis de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Avant de parler de la Charente, Françoise Billou, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On est curieux, je sais, ici, mais qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Comment vous occupez vos journées? Alors, je suis actuellement retraitée du Crédit Agricole. Une de mes dernières fonctions au Crédit Agricole, c'était de gérer la fondation Agir en Charente-Périgord, donc du Crédit Agricole Charente-Périgord. Et vous, Catherine, qu'est-ce que vous faites de beau alors? Alors moi je suis en activité et je suis responsable de service, donc manager d'équipe, et j'interviens sur le champ de la relation de service. Et puis de l'accompagnement de nos élus, de l'animation des territoires en lien avec les élus de la MSA. Vous avez toutes les deux un engagement MSA. Françoise, en quoi il consiste cet engagement et pourquoi vous vous êtes engagée? Alors cet engagement, il consiste à faire le lien entre la MSA et le terrain. Donc un des rôles d'un administrateur de MSA, c'est de faire remonter aussi les problématiques de terrain et d'essayer d'y répondre et de résoudre ces problématiques. Voilà. Vous êtes beaucoup sur le terrain, beaucoup de réunions j'imagine et beaucoup de liens, puisque la MSA c'est aussi et surtout du lien. Voilà, c'est ça. Donc on développe énormément de partenariats. Donc, c'est ce qui fait aussi la force de nos actions. Et en lien bien sûr avec nos animatrices de territoire. Et on fait beaucoup de travail sur notre territoire. Catherine, ça va au-delà du métier, on est d'accord. La MSA, c'est plus qu'un métier, c'est un véritable engagement. Alors, on met la pression là quand même. Oui, je vous mettais la pression, mais effectivement, il y a le fait d'avoir un emploi en premier lieu, mais ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, moi je me suis construite et on m'a permis de me construire aussi sur cet engagement MSA.
en me donnant un champ d'activité très large. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir intervenir sur tous les nombreux projets portés par nos élus en commun avec un nombre important de partenaires, quoi. Donc ça donne du sens à tout ce que je fais au quotidien. J'ai une diversité de dossiers à gérer qui va de France Service, puisqu'ils sont présents ici sur le salon, je les ai vus, à tout ce que porte le réseau des élus et le développement local social que l'on peut amener au plus près de nos territoires. Et ça, c'est bien s'engager pour les territoires. Je veux dire, c'est beau. Je dirais tout simplement comme ça. Et alors du coup, comme vous êtes une spécialiste du territoire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur l'agriculture de votre département? Oui, alors j'ai vu que vous avez un peu tiré le portrait des Charentes, donc c'était très beau. Les images sont très très belles. On a envie d'y aller. Je vous invite à y aller d'ailleurs. Et donc ce que je pourrais dire, voilà, c'est donc 2 départements, Charente-Maritime, le territoire des Charentes, avec 1 million d'habitants, donc à peu près un pourcentage de 1,5% de la population nationale. C'est des territoires pour la plupart ruraux, avec nombreuses petites communes, avec aussi des villes plutôt moyennes, voire petites villes. Il n'y a pas de mégapole sur nos territoires. La façade maritime, comme vous l'avez cité, qui est très 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 connue, très touristique, le département de la Charente-Maritime est le 2e département le plus visité de France, avec toutes ces îles, Oléron, Ré, Aix, et puis le fameux Fort Boyard que je ne peux pas vous présenter, qui fait quand même l'attrait. Et puis, il y a aussi tout le bassin ostréicole avec Marennes-Oléron qui nous fournit les huîtres et nos tables de Noël. Et puis, nous avons aussi un peu plus à l'intérieur des terres, des thermes et un développement de produits cosmétiques avec, autour dans la Haute-Saintonge avec Jonzac, une ville que l'on peut citer. Sur le territoire charentais, si je veux faire le parallèle, je vais aborder ça par toute l'activité culturelle. On a un nombre de festivals très importants, le festival de la BD, le festival du film francophone, on a les remparts avec les vieilles voitures, et on a aussi sur Confolens le festival du folklore, le folklore, oui. voilà. Et tout ça dépasse les frontières de nos départements, les frontières de la France. On sort de l'Hexagone et on attire énormément de monde par rapport à ces festivals. Un point particulier, Cognac, la ville de Cognac, avec l'alcool du même nom, qui s'est développé de manière très importante sur nos 2 départements. L'appellation Cognac, effectivement, touche les territoires de Charente et de Charente-Maritime. Donc on a ce point commun sur les 2 départements, sur cette activité du cognac qui est très présente. L'activité du cognac, c'est 37% 37% de nos activités agricoles, avec aujourd'hui 80 000 hectares de plantés en destination cognac en grande partie, et une ambition de porter à 100 000 hectares. Donc là, des intentions de plantation et des plantations en cours, pardon, je touche le micro, et des intentions de plantation et des plantations en cours, avec un enjeu emploi très très fort, puisque le pendant que l'on fait, c'est 1 hectare de plantation égale 1 emploi salarié sur toute la filière, viticole. Donc un enjeu très très important. Donc à terme, on va planter 15 000 hectares supplémentaires. Donc ça veut dire 15 000 emplois supplémentaires qu'il va falloir trouver sur toute la filière. Mais les productions ne se limitent pas, j'allais dire, à la viticulture, même si c'est une force économique importante de nos départements. On a aussi des activités de polyculture et de culture spécialisée, à peu près aussi pour 1/4 de nos activités. Et puis des cultures de l'élevage, élevage ovin, élevage bovin, élevage caprin, qui est aussi en représentation sur nos territoires à hauteur de 25% de nos activités, avec des enjeux différents au point de vue économique, mais très présents sur nos territoires. Donc on a la chance d'avoir sur nos territoires une diversité de production agricole, ça en fait la richesse, et ça en fait du tout un maillage très important et un travail de nos élus et de nos comités MSA très différents et très riches en soi,
puisque du coup, nos 2 départements sont composés quand même d'une variété, une diversité, alors à la fois de production et du coup de profil aussi, j'allais dire, d'exploitants ou de salariés agricoles. Donc il faut être présent pour tout le monde et c'est un challenge assez important pour nous. Voilà. Qui doit être très intéressant. Françoise, s'il y a un lieu à visiter ou des lieux à visiter, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Si je viens chez vous, qu'est-ce que je viens voir? Alors, je peux vous conseiller un petit village donc, à l'ouest d'Angoulême. Donc, c'est un peu sortir des sentiers battus. Hein. C'est Saint-Simeux, c'est un ancien village de gabariers. On peut faire des balades en barque ou en bateau, visiter les anciennes pêcheries. C'est un peu particulier. Il y a un moulin aussi, très intéressant. Et après, si on va quelques kilomètres plus loin, il y a de très beaux vieux ponts à Vibrac. Et là, on peut pique-niquer sur le bord de l'eau, on peut discuter avec les pêcheurs, on peut regarder passer les bateaux sur une écluse. Donc c'est un endroit vraiment charmant. Après, il y a Angoulême, bien sûr, qui est une très belle ville, et comme le disait Catherine, donc il y a quand même beaucoup de festivals. Et j'ajouterai aussi les gastronomades, parce que les gastronomades, c'est un peu notre petit salon de l'agriculture à nous, où on peut rencontrer des producteurs de Charente, des producteurs d'autres régions de France aussi. Donc c'est très sympathique. Il a lieu quand? Alors il a lieu, je crois que c'est au mois de novembre. Mois de novembre. Voilà, tous les ans. Voilà, au mois de novembre, pris. Venez à Angoulême. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, moi je vais rester très traditionnelle. J'ai un petit faible pour les escargots. Oui, et je crois qu'on les appelle pas escargots chez vous. Alors les petits gris, c'est ça? les cagouilles, c'est ça. Il y a beaucoup de noms. Et alors nous, dans notre famille, on les prépare à la charentaise, donc avec de la chair à saucisse bien grillée, qui rentre dans la coquille des escargots, qui se mélange avec la chair des escargots et c'est délicieux. Ben, ça a l'air comme ça. Donc, je vous conseille ce plat. Eh bien écoutez, Catherine, pour vous, un petit péché mignon au niveau gastronomie? Au niveau gastronomie, quand je vais sur les côtes de Charente-Maritime, j'aime bien les couteaux grillés. Les couteaux, ce sont des petits, alors c'est pas des coquillages. Des coquillages, voilà, merci. Ce sont des coquillages que l'on retrouve dans le sable. Et donc on les ouvre et on met un petit peu de persil et d'ail dessus au four et c'est grillé et c'est très très bon. Et bien en même temps qu'on parle de tout ça, l'odeur de ce qui est en train de cuisiner Mathias arrive gentiment. Oui, il nous rappelle tout ça. C'est pas mal du tout. Mathias, ça sent très très bon. Vous en êtes, vous êtes en train de faire quoi? Là, on est en train de faire revenir les échalotes et l'ail et on a mis un petit peu de beurre, on met un petit peu de vin blanc, on prépare en fait l'appareil qui va nous servir à faire cuire les moules. Voilà, on a notre petit risotto à côté qui est en train de réchauffer. On est en train de couper on a mis un peu de laurier, je vais mettre un peu de romarin aussi. Et puis voilà, et puis après on mettra nos petites moules et puis ça roule les jeunesse. Ouais, parfait, on vous laisse travailler alors. Et vous pourrez discuter avec nos invités. Elles ont 2-3 recettes qui ont l'air très 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 sympas, notamment sur les escargots. Vous verrez ça après. Très bien. Ce sera une belle rencontre culinaire et de partage. Merci beaucoup. Vous le savez, cette émission, c'est aussi l'occasion de découvrir des actions menées par les caisses de la MSA. C'est Territoire en action. Vous nous avez parlé de votre engagement très fort à la MSA et ça tombe bien, Françoise et Catherine, vous êtes venus nous parler d'une action intitulée « L'art d'être différent » ou comment favoriser l'insertion professionnelle agricole. Catherine, en quoi elle consiste cette opération? Expliquez-nous la genèse et de quoi vous êtes partie. Oui, avant de rentrer dans les détails de ce projet et des actions que l'on a menées, je voudrais un petit peu décrire le contexte qui nous a amenés à dérouler tout ça. Donc évidemment on connaît la MSA en tant qu'organisme de protection sociale. C'est le volet le plus connu des actions de la MSA, mais nous sommes aussi un organisme professionnel agricole qui s'inscrit depuis longue date avec des partenaires sur des projets locaux de développement local, de développement social local. Et donc les partenaires, je vais un peu en citer parce que je pense que c'est important de les repérer. C'est les collectivités territoriales, c'est les départements,
c'est les directs, mais c'est aussi les chambres d'agriculture et tout le monde, toute la sphère agricole. Et en appui fort avec nos élus qui sont très partie prenante de toutes ces actions, nous déclinons depuis très 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 longtemps des actions locales qui permettent de corréler et d'accompagner tout ce qui est les évolutions économiques, sociales et sociétales de nos deux départements. Et puis, historiquement, maintenant depuis 1995, la MSA a accompagné la création et le développement de structures de l'offre de services. C'est des structures qui viennent en complémentarité de l'action de la MSA sur les territoires. Elles visent donc à apporter un appui aux professionnels, donc professionnels exploitants, employeurs de main-d'œuvre, à travers des groupements d'employeurs ou des services de remplacement. Et puis au fil du temps aussi, il y a eu un développement de services auprès des populations hors champ agricole. C'est-à-dire on s'est ouvert au grand public avec une offre de services liée au service à la personne. Service à la personne, portage de repas, petit bricolage et plus récemment tout ce qui est vraiment aide à domicile. Parce que localement, il y a aussi une dynamique qui s'est inscrite dans la population. Le vieillissement de la population explique ce développement-là. Et puis, on a cette zone maritime qui attire beaucoup de retraités. Et donc, on voit que les besoins évoluent. Et donc, on se doit aussi de coller au plus près aux besoins des populations rurales, puisqu'on dépasse le champ agricole pour aller vers des populations rurales. Donc voilà un petit peu l'historique des faits. Et puis après, plus récemment en 2021, pardon, la Caisse centrale a ouvert un appel à manifestation d'intérêt sur lequel on s'est inscrit, on s'est porté volontaire. C'était sur la thématique donc, de l'emploi. Donc pour nous, la thématique de l'emploi s'inscrit depuis très longtemps dans notre dynamique. Vous voyez, avec les structures de l'offre de services, avec un besoin prégnant de saisonniers sur l'activité viticole, ostréicole. Et comme vous l'avez annoncé, encore plus dans l'avenir. Et on se projette aussi plus dans l'avenir, comme je vous l'ai dit. Et puis il y a aussi toute la dynamique aussi des remplacements aussi, des relais sur le départ et les nouveaux installés, etc., etc. Il faut prévoir les remplacements des départs en retraite. Et toute la dynamique que l'on entend aujourd'hui, les politiques sur l'agriculture doivent être anticipées et notre présence doit être restée très importante pour répondre justement aux besoins. Donc voilà comment petit à petit on a cheminé et on a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt porté par la Caisse centrale. On a ouvert le sujet de l'emploi. Aujourd'hui, le sujet de l'emploi, pour nous, il est sur un plan d'action très large. On a 14 fiches actions. Et ce qu'on va vous présenter, c'est un petit bout de ce projet emploi à travers ce qu'on a appelé donc l'art d'être différent ou comment favoriser l'insertion professionnelle agricole. Donc il y a trois actions. Françoise va vous décrire 2 actions, puis après je reprendrai la parole pour finir. Je vais peut-être. Et ce sont des actions qui vont vraiment montrer toute l'étendue de ce que vous êtes capable de faire. Tout à fait, merci. Françoise, on commence par l'action Escalema. Alors, Escalema. Donc Escalema, c'est la première entreprise agricole de Charente qui accompagne. Entreprise adaptée. Oui, qui accompagne des salariés en situation de handicap. Donc, elle intervient dans le domaine de la viticulture essentiellement et dans le domaine des espaces verts, ce qui leur permet d'avoir une activité toute l'année. Alors, Escalema a été créé en 2021, donc à Cognac, suite à l'appel à projet Inclusion et Ruralité, lancé par la Caisse centrale de MSA et le ministère du Travail. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, les lauréats sont soutenus pendant 3 ans par la MSA et par l'État. Mais la MSA des Charentes, bien entendu, avec ses services experts, accompagne aussi cette entreprise. Ça peut être sur la prévention ou sur la santé et sécurité au travail.
administratif? Alors nous, en tant qu'élus, donc les délégués du comité Ouest Charente de la MSA, donc on est très attentif au développement de cette entreprise et donc on suit particulièrement cette entreprise. Ce qui nous a plu dans cette entreprise, c'est parce qu'elle répond à deux problématiques finalement. Donc la première problématique, Catherine en parlait tout à l'heure, donc c'est le besoin de main-d'œuvre important dans la région de Cognac, dans la viticulture. Et la deuxième problématique, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc voilà pourquoi on est très 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 partie prenante sur ce projet-là. Ce qui est remarquable dans ce projet, c'est que bien sûr, on a un stress, on a une vision, on a parfois des stéréotypes qui sont collés à cet emploi des personnes en situation de handicap ou en difficulté, d'une part. D'un autre côté, on a des personnes qui ont très envie de s'investir et qui sont plus motivées que jamais. C'est ça. Et il y a toujours cette crainte d'être maladroit, de ne pas savoir faire. Et cette entreprise, elle permet justement de lever tout ça. C'est ça. C'est ça, parce que là, les salariés, donc, qui sont tous en reconnaissance de travailleurs handicapés, donc, sont encadrés, ils sont suivis, ils sont formés, ils sont accompagnés aussi bien sur l'aspect social que sur l'aspect professionnel. Et c'est ce qui rassure aussi finalement les employeurs qui ne les auraient vraisemblablement pas pris en direct. Voilà. On a un reportage qui va nous parler d'Escalema. Je propose de le regarder et puis comme ça on en discute juste après. D'accord. On regarde. Escalema, c'est le projet d'une création d'entreprise adaptée qui est né dans le giron un petit peu de l'association Fresno, qui travaille avec des enfants en situation de handicap sur le Cognacet depuis plus de 80 ans. Et on s'est rendu compte que certains jeunes à 18-20 ans ne souhaitaient pas forcément d'orientation sur des structures trop institutionnelles. D'où l'idée de créer une structure plus inclusive, une entreprise adaptée dans le secteur viticole parce que le marché de l'emploi était présent. Et c'est comme ça qu'est né le projet de manière assez naturelle. Au départ, on partirait sur 7 salariés, dont une bonne partie en CDD tremplin, c'est-à-dire avec un volet de formation conséquent, plus un encadrant technique qui est là pour évidemment chapeauter le dispositif, et puis aussi un accompagnement socio-professionnel. Concernant le partenariat avec la MSA des Charentes, on était déjà en lien avec Pascal Aubert, chargé de mission à la MSA. Et il y a un peu plus d'un an, on a répondu à l'appel à projet Inclusion et Ruralité. Et on a eu la chance d'être retenu à cet appel à projet et du coup de bénéficier pour une durée de 3 ans du soutien et de l'accompagnement de la MSA. On profite vraiment de tout le réseau de partenariats et c'est une multitude de portes qui nous ont été ouvertes. Le bien-être des salariés était au cœur de nos préoccupations dès le départ. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, on a pu être accompagné par M. Fartois de la MSA, qui est chargé de prévention, et qui a pu très tôt nous aider à anticiper les besoins, le matériel adéquat, et puis avoir une idée de prévention et de durabilité dans le travail. Et nous, on voulait quelque chose qui se pérennise avec une notion de bien-être au travail qui nous est chère depuis longtemps. Ce reportage, il est intéressant et Escalema, c'est très intéressant parce que ça montre que finalement, quand on est bien accompagné, rien n'est impossible. Rien n'est impossible de la part de celui qui accueille et rien n'est impossible pour celui qui rêve de le faire. Je crois que vous avez un exemple très intéressant d'un jeune qui était plus motivé que jamais et qui aurait pu abandonner face au refus. Racontez-nous qu'il a essuyé. C'est ça, donc il nous expliquait qu'il avait envoyé une centaine de CV donc, chez des exploitants, des employeurs viticoles et il ne recevait jamais de réponse. Par rapport à ce handicap justement. Donc je pense que ça fait peur aux employeurs et qu'ils n'osent pas aller plus loin. Et c'est la véritable problématique justement de l'emploi handicap. D'où l'importance d'être bien accompagné, le travail de la MSA avec Escalema pour trouver des solutions. C'est ça en fait le quotidien que vous faites avec eux. C'est ça, voilà, complètement. S'y adapter et surtout communiquer. C'est ce qu'on s'était dit, c'est que si on ne communique pas, si on ne lève pas finalement tous les tabous, on reste chacun enfermé dans nos croyances. C'est ça, et c'est ce qu'on veut faire avec notre deuxième action justement. J'allais y venir, parfait. Transition toute trouvée, allez-y Françoise, deuxième action. Donc justement par rapport à ça, on s'est rendu compte qu'encore aujourd'hui le handicap fait peur. Donc fait peur aux employeurs
Un exploitant aujourd'hui, par exemple, quand il reçoit le CV d'une personne en situation de handicap, déjà il se pose la question même à l'entretien d'embauche. Comment je vais aborder le handicap avec cette personne? Qu'est-ce que je peux lui poser comme question? Jusqu'où je peux aller? Rien que ça déjà, donc ça peut faire peur. Après, comment on accueille une personne comme ça pour son bien-être dans l'entreprise? C'est pas toujours évident non plus. Après, il faut l'intégrer dans une équipe aussi. Donc, il y a toute cette problématique-là. Et puis, adapter aussi le poste de travail, parce que quelquefois, il faut adapter les horaires, quelquefois, il faut adapter les outils aussi. On n'a pas forcément tous les outils qui vont bien. Donc, toutes ces questions-là font que les employeurs ne vont pas plus loin et ils renoncent, quoi. C'est bien cette problématique qu'il faut essayer de résoudre. Et puis ils ont peur aussi du temps que ça peut leur prendre. Ils n'ont peut-être pas forcément le temps. Il y a ça aussi, c'est que ça prend du temps de chercher les informations et de les trouver surtout. C'est ça, et puis c'est pas toujours facile. Je pense qu'il y a des écueils au départ, il y a des difficultés à surmonter, mais c'est ce qui fait après la force de la relation après. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez mis en place notamment des tables rondes, des rencontres. Vous facilitez finalement ce lien. Donc face à ce constat, donc les délégués des deux comités de la Haute-Saintonge et de l'Ouest-Charente ont décidé de travailler à fond sur ce dossier-là pendant toute l'année 2022. Et après réflexion, on s'est dit qu'il y avait deux points importants. Le premier point important, c'est donner envie aux employeurs d'employer des personnes comme ça. Et donner envie, en passant par des témoignages, finalement, c'est ce qui est le plus parlant. Parce qu'il y a de très 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 belles expériences, notamment dans la viticulture. Et donc on partait déjà de ce point de vue-là. Et après, il faut rassurer. Donc rassurer, c'est donner des clés, donner des référents, donner des noms de structures, d'aide à accompagner cette démarche-là. Voilà. Donc face à ça, on s'est dit... on va essayer de communiquer, comme vous le disiez. Donc communiquer comment? On a voulu plutôt faire des rencontres plutôt que des réunions parce qu'on voulait que ça soit très participatif. Donc on a imaginé deux rencontres, une en Charente, une en Charente-Maritime. On a travaillé énormément avec nos partenaires, nos partenaires locaux de l'emploi. Sur l'organisation de ces deux rencontres. Et finalement, on s'est dit qu'en faisant ce format de table ronde, ça pouvait être très intéressant et très participatif. Donc ces deux rencontres, elles se sont passées en novembre 2022, pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc on était vraiment au cœur du sujet. Et voilà. Donc c'est une belle action. Pendant ces tables rondes, donc sur chaque table ronde, donc il y avait un témoignage, donc un employé et son salarié. Donc il y avait un représentant de la MSA et il y avait des représentants des structures locales de l'emploi. Donc ça nous permettait d'échanger, ça faisait des petits groupes, il y avait trois tables rondes. Donc sur les trois tables rondes, il y en avait une qui était plutôt sur la thématique de différents et compétents. La deuxième, c'était dans le maintien de l'emploi. Et la troisième, c'est accueil et intégration. Donc ça permettait aux témoins de s'exprimer et ça permettait aux participants d'échanger. Et de poser des questions très pratico-pratiques aussi, d'être pragmatique. J'imagine que vous avez du succès. Ah oui, beaucoup de succès. Je pense que tous les participants ont été ravis et ont porté un autre regard sur le handicap. Et finalement, c'était l'objectif aussi de ces réunions, de porter un autre regard sur le handicap. Pour 2023, est-ce que vous avez prévu d'autres choses dans le même sens? Alors bien sûr, lors de ces rencontres-là, il y avait peu de participants. C'était quand même très restreint. Donc nous, notre objectif, c'est de communiquer beaucoup plus largement, donc d'essaimer aussi. Donc on va reprendre notre bâton de pèlerin en 2023. Mais communiquer, c'est répéter. Et on va communiquer énormément, passer peut-être par des réseaux sociaux aussi, enfin essayer de communiquer peut-être différemment. Et puis continuer aussi sur cette action parce qu'on voit bien que les employeurs ou même les salariés en situation de handicap ont besoin d'aide aussi. Donc si on peut leur apporter des conseils, si on peut leur apporter de l'aide,
Donc on va vraiment travailler sur ce point-là, c'est important. Merci beaucoup Françoise. Et j'embraye sur cette troisième action. Disgo Route, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. Donc Disgo Route, c'est un dispositif qui permet l'apprentissage du code de la route pour des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Donc souvent, il y a déjà des engagements sur l'accompagnement à l'accessibilité du code de la route, mais c'est souvent des dispositifs financiers. Peu de dispositifs, voire pas de dispositifs existent sur des personnes qui sont en situation de handicap, quel que soit, j'allais dire, le handicap. Nous sommes au cœur de territoires ruraux. Donc il y a peu, voire pas de moyens de déplacement collectif. Il n'y a pas une offre suffisamment développée pour donner accès à l'emploi. Donc le véhicule individuel est incontournable, j'allais dire, et donc passe par le code par le permis de conduire, etc., etc. Donc on a une association de notre offre de service qui s'appelle Atouts et Compétences qui a porté ce projet-là en partenariat avec l'école de conduite française. Et ils ont construit un dispositif qui permet à des jeunes issus d'entreprises adaptées ou d'IME, Instituts médico-éducatifs, de pouvoir suivre un parcours, j'allais dire, des ateliers qui les préparent à présenter l'examen du code. Donc c'est 18 ateliers de 2 heures, ça s'étale sur une durée de 6 mois, donc c'est on prend le temps. Et on adapte. Et on adapte. L'idée c'est de décrypter le petit catalogue du code de la route à un langage qui va être adapté à ce public-là qui mérite un accompagnement bien particulier. Donc vous l'avez dit, l'art de la répétition, pour que les automatismes se mettent en place et qu'il y ait une compréhension de ce qu'on attend d'eux à travers cet examen. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et c'est aussi accompagné après de temps de mise en pratique avec des outils clés USB ou les masques, les masques pour virtuels, les casques virtuels, pardon, pour dans le cadre de la prévention, mettre en situation des risques routiers au sens large pour bien appréhender la problématique de la conduite par la suite. Donc, j'imagine, on va faire le bilan et puis pour parler de la suite. C'est ça. Donc, le bilan aujourd'hui, il est, j'allais dire, mitigé, mais plutôt vers de bonnes voies. Donc il y a eu des participants, 11 participants. Vous allez me dire c'est pas nombreux, mais il faut bien commencer. Et puis ils n'ont pas tout à fait tous passé encore leur examen, donc on ne peut pas en tirer des résultats comme ça quantifiés. C'est en travail. C'est en cours, c'est en travail. Ce qui est intéressant à voir, c'est que du coup on sait qu'il faut quand même améliorer le dispositif, peut-être avec des visites des lieux d'examen pour rassurer, peut-être avec des sorties dans les rues pour rendre plus concret les choses. Sûr. Et puis aussi, ce qui nous fait énormément plaisir, c'est qu'on a été sollicité par une entreprise industrielle et par une association qui place et qui maintient des personnes de handicap dans l'emploi. Et qui sont venus vers nous pour qu'on puisse travailler avec eux et travailler avec ce dispositif auprès de leur public. Et ça, c'est une belle reconnaissance. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir présenté ces belles actions. On file en cuisine. Mathias, ça sent vraiment très très bon. On en est où? C'est bientôt fini? Je suis en train de... J'ai les mains dedans, là. Donc du coup, j'ai fait cuire mes moules. Et en fait, j'enlève une coquille sur 2. Et en fait, la coquille restante, on va la napper de sauce et après, on mettra notre petite chapelure et notre petit coup de chalumeau par-dessus, histoire que ce soit gourmand. Le petit coup de chalumeau, c'est pour nous faire plaisir, c'est beau à l'image, ou on peut faire ça, si on n'a pas de chalumeau, on fait comment? En principe, c'est surtout que traditionnellement, les gens ont des fours, et moi, j'en ai pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, on a des chalumeaux. Le but, c'est de faire gratiner un petit peu par-dessus, et du coup, je me suis dit, pas de four, solution, chalumeau. Spectacle. Quoi. Voilà. Chalumeau. Bon, on a hâte de voir ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous le savez, le quotidien à la MSA, ce sont aussi des conseils et des réponses santé et sécurité au travail. C'est Territoire Santé. Bonjour,
Bonjour Benoît Moreau, merci de nous avoir rejoints et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Vous allez bien? ça va très bien. Bon, vous êtes conseiller national en prévention des risques professionnels à la Caisse centrale MSA et vous allez nous parler d'un sujet qui n'est pas drôle mais qui est une réalité. Il faut s'en emparer des accidents avec les machines qui touchent le monde agricole et notamment les accidents de tracteurs. Je pense que pour planter le décor, peut-être quelques chiffres ou nous expliquer où en est la situation aujourd'hui. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, pour planter le décor, les accidents avec les tracteurs et les machines agricoles et tout l'ensemble des équipements de travail en agriculture, ça représente à peu près un accident sur 6. Et puis ça représente surtout un accident grave sur 5. Donc c'est très très important. Et puis pour finir de plomber l'ambiance, ça représente aussi une grosse part des accidents mortels avec presque un accident mortel avec des équipements de travail des machines tous les 8 jours. Voilà. Oui. J'allais vous demander si ces accidents étaient plus fréquents dans les champs ou sur la route. Alors il y en a effectivement, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à la fois au champ avec des renversements et puis sur la route avec des collisions, avec des tracteurs qui vont de plus en plus vite. Et donc des gens qui se renversent, soit au champ à vitesse lente, soit sur la route à vitesse plus ou moins élevée, lors de collisions avec d'autres véhicules, ou lors simplement de basculement dans le fossé quand on cherche à dégager la route pour faciliter le passage aux autres usagers. C'est important de prendre conscience que ces outils de travail sont aussi des engins qu'il faut manier avec précaution. Enfin, voilà, il y a tout un volet prévention, j'imagine. Exactement. La réglementation et le bon sens prévoient qu'avant de confier un véhicule, en particulier une grosse machine agricole, à un jeune en particulier, mais à n'importe qui, il faut une formation, ça c'est inscrit dans la loi, et c'est le bon sens en fait. Donc avant de partir sur la route, avant de partir au champ, il y a toute une vérification de la compétence des gens à la conduite. Donc ça, c'est très important à rappeler et à effectuer au quotidien. Ou en tout cas à chaque fois qu'on a un nouveau salarié, une nouvelle machine. Et on insiste beaucoup sur les jeunes puisque c'est eux qui regroupent une part importante des accidents et qui sont souvent les premiers concernés, ou en tout cas qui sont concernés dans leur première année et même parfois dans le premier mois d'activité ou d'expérience en stage ou en apprentissage. Quels sont les risques au final quand on prend en main un outil de ce genre-là? Alors ça va être très variable en fonction de l'outil, mais pour ce qu'on connaît historiquement en agriculture, c'est tout ce qui va être happement, entraînement par des éléments mobiles, par des éléments de transmission, et puis depuis toujours, depuis l'arrivée de la mécanisation, et encore à l'heure actuelle, malheureusement, c'est les renversements de tracteurs. Et donc c'est pour ça que depuis la fin de l'année dernière, depuis le CIMA notamment, la MSA a lancé une campagne de communication sur l'importance du port de la ceinture. On avait déjà fait une communication il y a un peu plus de 10 ans sur le renversement. Les renversements de tracteurs dont je parlais à l'instant sont invalidants, sont mortels. Et donc on avait rappelé l'importance notamment d'avoir une structure de protection en cas de renversement sur les engins. Et là, on va plus loin, on rappelle l'importance d'avoir une ceinture et de la boucler. La ceinture, c'est très récent à l'échelle de la réglementation sur les engins agricoles, donc c'est pas du tout dans les mœurs. Donc, l'objectif de cette campagne de sensibilisation, c'est justement que ça le devienne, que les gens prennent l'habitude, et en particulier les jeunes, prennent l'habitude de boucler la ceinture, notamment sur la route, mais pas que, au champ également. Benoît Moreau, est-ce que ça part aussi d'une idée reçue, que le tracteur c'est plutôt pas dangereux, que ça va pas vite, qu'au final j'ai autre chose à faire que de mettre ma ceinture. Est-ce qu'on a tout un état d'esprit aussi à changer? Exactement, il y a plein de bonnes, mauvaises raisons finalement qui expliquent pourquoi on n'attache pas la ceinture. La première, vous l'avez cité, c'est un gros véhicule, je me sens en sécurité. C'est un véhicule en général avec un appointement assez et une voie assez large. Donc on ne se voit pas se renverser effectivement avec ce genre d'engin. Mais c'est des gros véhicules, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de poids, notamment quand on déplace des tracteurs lors de la moisson. Donc toute cette énergie, forcément, s'il y a le moindre accroc, si on dépasse un petit peu sur le bas-côté ou si on rencontre un autre véhicule,
toute cette énergie va se retrouver à un moment donné à être dissipée. Et c'est le chauffeur qui va en absorber une partie et être gravement impacté lors de la collision. Juste avant qu'on voit les images d'un crash test, parce que vous nous avez amené ces images, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la gravité de l'accident et le type de machine? Est-ce que plus la machine est grosse, plus l'accident est gros? Est-ce que vous avez des études qui montrent ça ou pas forcément? C'est vraiment une conduite et un Pas comportement forcément, humain? parce qu'avec des petits tracteurs, quand je dis petits, c'est ceux qui vont être capables de circuler entre les rangs de vignes, on se renverse. Là, c'est pas une histoire de vitesse, c'est simplement une histoire de pente, d'énergie, de dynamique du véhicule. On fait demi-tour un peu vite, l'espace est un peu réduit en bout de rang. Il y a un trou qui se crée, un glissement de terrain, etc. Il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi on peut être amené à basculer. Et à ce moment-là, puisqu'on n'est pas maintenu dans la structure de protection qu'est la cabine, eh bien, la plupart du temps, c'est une éjection partielle ou complète et le tracteur ou l'engin, quel qu'il soit, qui roule et écrase le chauffeur. Allez, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Je vous laisse regarder malheureusement ce qui se passe en cas d'accident. Benoît, je pense que les images partent d'elles-mêmes, non? Effectivement, là, ce qu'on a vu, c'est un choc qui a été réalisé avec les mêmes installations que celles pour lesquelles on teste les véhicules, avec un mannequin identique. Et donc, le tracteur, la cabine était projetée à 30 km/h contre un mur, ce qui représente finalement une décélération, un choc exactement comparable à ce qu'on peut avoir sur la route. Et donc, les images, là, c'est un tout petit extrait. À 30 km/h, en fait, c'est suffisant, c'est mortel. Tout le corps, tout le bassin va être propulsé sur la colonne de direction, et le bassin et le thorax. Et donc, ça suffit pour être mortel. Là où le même essai, avec la ceinture bouclée, permet de montrer que, d'une part, le chauffeur est maintenu sur son siège, et donc les efforts que le corps, notamment le thorax, vont endurer, sont bien réduits. Et alors, ça sera violent quand même, mais ça ne sera pas mortel. Donc, d'une part, ça solutionne la collision à forte vitesse, et ça répond également à l'exemple que je citais tout à l'heure du renversement latéral dans les champs, dans les vignes. La ceinture va permettre de garder le chauffeur à l'intérieur de ce volume, de cette enceinte de survie. Et puis, forcément, on pense à ça, le petit-neveu, la petite-nièce, le petit enfant à qui on veut faire plaisir, lui faire un petit tour de tracteur, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Ça part d'une bonne intention, mais là aussi, il faut être vigilant parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement sans réfléchir. On est hors cadre du travail, on veut faire un petit tour. Là aussi, j'imagine qu'on a des accidents et des choses dramatiques. Effectivement, malheureusement, alors c'est pas des accidents du travail, mais c'est des accidents qu'on voit chaque année, des enfants, des jeunes qui tombent du tracteur lorsqu'il avance au moment de monter, au moment de descendre, au moment d'une manœuvre. Ça, malheureusement, il y en a tous les ans. Et là, on parlait de ceinture. Les tracteurs qui ont des sièges passagers, la plupart du temps, désormais, ont également une ceinture sur le siège passager. Donc, il faut que ça devienne un réflexe, en fait, à la fois pour papa ou maman de le boucler pour lui-même, mais de le faire boucler également pour le passager. Allez, on termine par les images de votre campagne. On boucle la ceinture. La ceinture est votre meilleur bouclier. Je m'attache, je me protège. Je m'attache, je me protège. Merci beaucoup Benoît Moreau pour toutes ces explications très utiles. Je propose d'aller rejoindre notre chef Mathias pour goûter la recette. Ça sent très très bon, tous en cuisine.
Allez, venez. Catherine, installez-vous à côté de Mathias. Venez Françoise, Benoît, allez. On va se changer un peu les idées, ça va nous faire du bien. Hop. Allez, c'est parti. Alors, Waouh. on a nos petites moules qui ont été cuites là. On a notre petite sauce qui a été bien revenue. On va la mettre dans les maintenant. moules. Vous voulez le faire? Vous connaissez déjà tout, non? Ça vous intéresse? Ouais, comme vous voulez. Si ça vous intéresse. Tenez, si vous voulez Hop, parler dans le met les petites micro. sauces. Oh non, on laisse le chef travailler en fait. Ah. hein. Ouais, bien sûr. Notre mission étant terminée, J'ai essayé, mais on ça vous n'a laisse pas terminer marché. la vôtre. Très bien. Et non, très bien. Mathias, on va regarder. On va se laisser faire. Alors du coup, on Ça remplit sent nos bon, petites moules avec notre petit sabayon qu'on a fait. Donc du coup, il y a le jus de cuisson des moules avec ail, échalote et des herbes aromatiques. À côté de ça, on avait fait une petite préparation avec jaune d'œuf, crème fraîche, sel, poivre et un peu de curry. Un peu de persil aussi. Et là, du coup, on met tout ça. Après, on va mettre un petit peu de chapelure, un petit coup de chalumeau et on aura gagné. Et entre-temps, il faut qu'on se dresse un petit peu notre risotto avec notre petite fondue de poireaux. Hop. Dans le risotto, Mathias, en même temps que vous travaillez, qu'est-ce que vous avez mis? C'est un risotto avec de la persillade. Donc persillade, c'est du persil et de l'ail avec de l'huile d'olive. Et en gros, je fais comme une base de risotto basique, mais je mets de la persillade dedans pendant la cuisson. Ça lui donne un petit goût très aromatique, bien herbacé. C'est assez sympa. C'est assez simple à faire et c'est assez bon. Allez, Hop. Mathias, moi je vais vous aider. Je vais terminer les petites moules, comme ça Allez. vous pouvez faire la deuxième. Parfait. Travail d'équipe. Merci, C'est c'est sympa. parti. Bah, avec plaisir. Hop. Hop, je suis pas sûre de faire ça bien. Donc on ne juge pas. On est d'accord. On ne juge jamais. On juge jamais. On n'est pas là pour ça. Hop. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air bon quand même, hein? Ça a l'air parfait. Ouais. Ah ouais, ça a l'air bon. Mais alors par contre, c'est ceux qui ont fait qui vont goûter. Je suis désolée. Ah bon Est-ce que vous voulez la cuillère du coup, Françoise? Hop, Je voilà. plaisante. Je vous taquine. Alors. Hop. notre J'en remets un petite petit fondue peu de ou pas, poireaux. Bon, je pense qu'on est pas mal. J'ai non pas fait ça de manière très réglementaire, je pense, mais bon. Non, ça me paraît bien. Est-ce qu'on mettrait un petit peu de chapelure dessus alors? Qu'est-ce que vous en dites les locaux, on a droit, on n'a pas droit? On a droit? Allez. Hop. Vous en Alors, mettez de la chapelure d'habitude ou pas? Dans le micro? Pardon, oui, pardon, excusez-moi. Après, je veux dire, on adapte aussi, on fait ce qu'on a envie en cuisine. Hein, ouais, bien sûr. Mais bon, je me dis, tant qu'à faire, si on veut le faire à gratiner un petit peu, ce sera peut-être plus sympa avec... Puis c'est surtout qu'on veut voir le chalumeau, le feu. Ah ouais, on veut bien sûr. allumer le feu. Ah bah Bien là, du sûr. coup, forcément, quand on aura vu Un ça au peu de chalumeau, chaud, on voudra un peu plus de allumer chaud. le four. Hein. Hop, hop. Une autre cuillère. La petite fondue de poireaux. Et donc là, comment vous avez fait, Mathias? Expliquez-nous les petits secrets. Fondue de poireaux, le secret c'est le temps surtout. Ah, faut laisser confire assez longtemps. Donc plus on met, en gros il faut l'oublier sur un coin de la plaque à feu doux et après c'est une affaire qui roule quoi. On a juste coupé assez fin, après un petit peu des aromates, on a mis un peu de noix de muscade. encore chef de la chapelure ou pas? Ouais, pourquoi pas un petit peu. Bon. Allez, et Oh, faire griller ces petites moules. magnifique. C'est comme de la Exactement. crème brûlée, tout à fait. Hop. Parfait, ben on va laisser le chef terminer. Mathias, un Ouais. grand merci. Je vous en prie. Chef Avec Mathias grand Couleur qui plaisir. nous a régalé toute cette semaine. Hop. On termine avec une magnifique Vous voulez que je vous dresse quand même recette. On va vous l'assiette laisser dresser. On continue de vous voir en images. L'occasion pour moi de dire merci à nos invités, Françoise Billou, Catherine Saunier et Benoît Moreau. Merci infiniment d'être venus pour cette dernière émission sur le plateau d'MSA TV en plein cœur du Salon d'Agriculture. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était la dernière pour cette année 2023. On espère que vous avez eu plaisir à la suivre, que vous avez appris plein de choses et surtout que Mathias vous a donné envie de cuisiner chez vous. Un grand merci aux équipes de la MSA pour leur confiance et toute la préparation que vous n'avez pas vue en amont pour faire ces émissions. Merci également
à l'équipe de Pickspocket qui ont travaillé dans l'ombre et qui travaillent actuellement en coulisses. Un grand merci. Sans eux, il aurait été difficile d'aboutir à toutes ces émissions MSA. Merci également à Mathias et ne manquez pas la suite des émissions. C'est à 15h, l'heure du débat, thématique du jour, la jeunesse en territoire rural. Salut à tous.